J'ai pas vu le temps passer sur ces années qui me donneraient un peu de ces années. J'ai pas vu les ombres s'allonger sur mes traits. Je n'étais pas ronde mais plutôt élancée. J'ai perdu du temps souvent à rêvasser. Et encore maintenant je laisse le temps passer. J'ai seulement appris qu'il fallait bien grandir et que même pire après faudrait vieillir. Ah, te voilà. Je commençais à trouver le temps long. Le temps peut pas être long. Ni court d'ailleurs. Il est ce qu'il est ton temps. Comme toi. Je voulais dire que le temps passe lentement lorsque je t'attends. C'est gentil. Mais ce que je voulais dire, c'est que le temps passe toujours de la même manière. Identiquement à lui-même. Les montres et les horloges coïncident toujours. On y va? On y va. Mais je ne suis pas d'accord. Si, le temps des montres passe toujours de la même manière. Mais c'est vrai qu'il n'en est pas de même du temps que nous ressentons. Il y a des moments qui durent longtemps. Oh. Et il y en a d'autres qui passent trop vite. C'est le temps psychologique dont tu parles là. Aussi élastique qu'anélastique. Il a ses rythmes, ses variations, en fonction des circonstances. Oh pardon madame. Oh. Tu vois bien que le temps ressenti ne s'écoule pas toujours de la même manière. Il n'est pas uniforme comme le temps qu'indiquent nos montres. Personne ne sait vraiment ce que c'est le temps. Pourtant, tout le monde sait de quoi on parle quand on parle du temps. Mais c'est un piège, le mot temps ne dit pratiquement rien de la chose qu'il désigne. Parce que vous pouvez être compliqués, vous les jeunes. Oh. Bah vas-y, donne-moi une définition. Bon, bah, c'est facile, j'en ai au moins 3. Tiens, 1. Le temps, c'est ce qui passe quand rien ne se passe. Bof. 2. Le temps, c'est ce qui fait que tout se fait ou se défait. Ouais. Bon. 3. Le temps, c'est l'ordre des choses qui se succèdent. Ouais. Un peu facile tout ça. Moi aussi je peux le faire. Dire par exemple que le temps c'est le devenir en train de devenir. Ou bien, c'est encore plus drôle, que le temps est le moyen le plus commode qu'a trouvé la nature pour que tout ne se passe pas d'un seul coup. Tu vois bien que toutes ces expressions contiennent déjà l'idée du temps. Par exemple, dans ta dernière définition, tu as évoqué l'idée de succession. Or, cette idée présuppose celle du temps, comme le verbe passer. Donc, tes définitions se mordent la queue. C'est des tautologies qui ne disent rien de plus que la chose qu'elles désignent, ou tout au plus des métaphores, mais qui ne parviennent pas à rendre compte de la véritable nature du temps. Admets que le mot temps n'a pas un sens qui lui soit donné par quelque chose d'autre que nous, les hommes. Soit, mais cela est valable pour chaque mot. Un mot n'a que le sens que quelqu'un lui a donné. C'est comme le mouvement de l'aiguille sur le cadran d'une horloge. C'est une représentation. Mais cette représentation-là est culturelle. En fait, c'est un mouvement dans l'espace que nous voyons. Et nous associons ce mouvement au temps qui passe. Essaierais-tu de me dire que le temps n'existe pas? Certains philosophes le soutiennent. Je vois bien les traces du passé. Donc il y a bien eu passé. Or, pour qu'il y ait du passé, il faut qu'il y ait du temps. Mais justement, est-ce que tu es sûr que le temps n'existe pas autrement que par les traces qu'il laisse dans l'espace? Les écoulements, par exemple. Les érosions. Les battements réguliers. Les cycles. Ça fait déjà beaucoup. Sans compter que le temps, ça se mesure. Pas exactement. Ce que nous mesurons, ce sont des durées. Le temps, lui, ne s'observe pas en tant que tel. Tu chipotes. Non. Les effets du temps peuvent toujours être désignés autrement que par le mot temps. Ce que nous constatons autour de nous sont des mouvements, des vieillissements,
des altérations, des répétitions, des chronologies, des cycles, mais jamais du temps pur. Si nous choisissons d'exprimer tous ces phénomènes au moyen du seul mot temps, c'est par simplicité, mais cette simplicité se perd. On ne sait plus très bien ce que désigne le mot. En fait, si c'est si difficile, c'est parce que nous ne pouvons pas nous mettre en retrait par rapport au temps. On ne peut pas l'observer en le mettant à distance puisqu'il nous affecte sans cesse. Nous sommes inexorablement dans le temps. Oh non, je rigole. Oh, tu m'affectes. Le passé n'existe pas, il est révolu. L'avenir n'existe pas non plus, puisqu'il n'est pas encore advenu. Tu joues un peu sur les mots, là. Mais enfin, au moins, tu ne peux nier que le présent existe. C'est compliqué. Le présent ne dure qu'un instant, qui disparaît dès qu'il apparaît. Il a déjà fini d'être dès qu'il est sur le point de commencer. Le présent existe, mais il est toujours en train de disparaître. En même temps qu'il se renouvelle. Il ne dure pas, parce qu'il n'arrête pas de s'enfuir, et en même temps il dure toujours, puisque nous sommes constamment dedans. Joli paradoxe. T'exagères un peu, non? Tu es tout de même bien d'accord que le propre du présent, c'est d'être toujours là et d'être toujours en train de disparaître. C'est peut-être là que se tient la nature profonde du temps. Le présent est défini comme un simple instant ponctuel sans durée. Moi, je le vois plutôt comme la coupure radicale entre un avant et un après limité. Mais ne sens-tu pas une épaisseur du présent? Avec de l'épaisseur, ce serait plus un instant, mais déjà une durée. Moi, je ne peux pas ne pas le voir comme un peu épais, contenant encore un peu du passé immédiat et déjà un brin du futur imminent. Mais ce que tu ressens, c'est une durée, c'est-à-dire une succession d'instants. On ne peut pas sentir tel quel, parce qu'ils sont trop brefs. On ne peut sentir que les durées, pas le présent instantané. Que ce soit clair, mesurer le temps physique n'explique pas la brièveté de la vie, ni les amours éphémères, ni la mort. Quant aux physiciens, pendant très longtemps, ils ont cherché à éliminer le temps. Alors pourquoi ne cessez-vous d'en parler? Peut-être pour mieux nous en débarrasser. Pour nous, le temps est associé à l'instable, à l'éphémère ou variable, alors que la physique, elle recherche des lois et des rapports qui restent toujours valides, qui se soustraient au changement. Les physiciens s'intéressent à des processus avec une histoire, une évolution. Oui, mais ils tentent toujours d'y discerner des lois et des règles qui soient indépendantes du temps. La gravité reste toujours égale à elle-même le matin et le soir. Et même l'après-midi. Un jour, tu m'as dit que la vocation de la physique est de décrire, d'établir une législation des métamorphoses. Très poétique formule, mais comment la concrétiser? En se débarrassant du temps? Cette question est bien antérieure à la physique. En fait, toute réflexion sur le temps demeure écartelée entre deux piliers de la pensée. Considérer le monde toujours immobile, avec Parménide, ou toujours changeant, avec Héraclite. N'est-ce pas paradoxal de parler d'un flux, d'un écoulement du temps? Dire que le temps s'écoule, c'est supposer qu'il s'écoule par rapport à quelque chose. Et ce quelque chose, ce serait quoi? Subtile question. La physique se contente de manier les différentes notions temporelles. Durée, origine, irréversibilité. Tu sais, le temps pour un physicien, c'est d'abord un paramètre, un nombre. Il en va de même pour toutes les grandeurs. Elles sont toutes représentées par un paramètre. Oui, par exemple, pour l'espace, il en faut 3. Pour préciser la position d'un point dans l'espace. Parce que l'espace a 3 dimensions. Tiens, regarde. 1, 2, 3. Le temps, lui, n'en a qu'une. Un nombre unique détermine une date. Une date, c'est un point sur une ligne.
C'est Galilée, au XVIIe siècle, qui a introduit pour la première fois le temps comme grandeur physique quantifiée. Personne n'y avait réfléchi avant. Si, mais Galilée a été le premier à le considérer comme une grandeur susceptible d'ordonner des expériences et de les relier mathématiquement. Il étudiait la chute des corps grâce à l'utilisation très astucieuse de plans inclinés. Il a découvert que si on choisissait le temps plutôt que l'espace parcouru comme paramètre fondamental, on décrivait la chute des corps de manière bien plus simple. Je croyais que l'analyse de la chute des corps était due à Newton. Oui, c'est Newton, en effet, un peu plus tard, qui a fait fonctionner tout ça parfaitement. C'est lui le premier qui a énoncé les propriétés du temps de la mécanique. Et quelles sont-elles, ces fameuses propriétés? Que le temps s'écoule uniformément, qu'il est universel et absolu. L'efficacité de tout ça est remarquable. Les travaux de Newton ont remporté des succès magistraux pendant des siècles. On décrit les mouvements des corps dans l'espace en donnant leur position à des instants successifs. Dans ces calculs de trajectoire, le temps apparaît comme un paramètre externe. D'autre part, Newton a postulé qu'il s'écoulait du passé vers le futur selon un cours invariable. Postulé, mais on le constate tous les jours, non? Peut-être bien que on le constate tous les jours, mais la mécanique de Newton ne distingue pas le passé et le futur. Tu vois? Impossible de dire quel est le bon sens. Le mouvement inverse, qui se déroule en fait de notre avenir vers notre passé, pourrait tout aussi bien être le mouvement réel. Lorsqu'on inverse le sens du temps, les lois de la dynamique restent les mêmes. Sauf qu'on ne peut pas inverser le sens du temps. Bien sûr. Je te parle d'une expérience de pensée. Ça signifie que l'évolution inverse, ou plutôt symétrique, est également possible. Tu veux dire que le temps pourrait s'écouler à l'envers? Pas du tout, non. Ça veut simplement dire que selon la théorie, si un processus est possible, le processus symétrique l'est également. Nous savons bien, nous, ce que sont le passé et le futur. Parce que tu n'es pas qu'une boule de billard. La trajectoire de la boule de billard est un phénomène réversible, symétrique dans le temps. Il ne nous permet pas de distinguer le passé et l'avenir, puisqu'on pourrait les interchanger. La distinction existe bien. L'écoulement du temps a bien un sens. C'est nous qui décidons qu'un côté de la ligne est le passé et l'autre le futur. C'est nous qui mettons une flèche sur la ligne? Oui, c'est nous qui l'orientons. Dans les équations de Newton, le passé et l'avenir jouent le même rôle. On pourrait mettre la flèche dans un sens ou dans l'autre sans rien changer. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on peut explorer avec les mêmes méthodes mathématiques le passé et l'avenir. Finalement, on pourrait éliminer les notions de passé et de futur. Pas dans la vie courante, bien sûr, mais en physique. Ben non, parce que cette distinction est posée comme une condition pour pouvoir faire de la physique. Sans ça, pas de causalité. C'est-à-dire? La physique se fonde sur le principe de causalité qui énonce qu'une cause doit être antérieure à ses effets. Acceptable, non? Écoute, toi et ta mère, plus je dis, vous me faites chier. Hein. Moi, je viendrai pas. Certaines causes entraînent certaines conséquences, et non pas l'inverse. En tout cas, c'est comme ça que nous décrivons les choses, et que nous les vivons. De fait. Ça suppose que le temps est une structure ordonnée. Il faut pouvoir savoir si un événement se situe avant ou après un autre événement. Et l'enchaînement doit être défini irrévocablement. C'est pour ça aussi qu'on ne peut pas agir sur le passé pour modifier des événements qui ont déjà eu lieu. Si les notions de passé et de futur étaient brouillées, celles de cause et de conséquence le seraient aussi. Oui, pour moi, c'est quand même clair. Le passé est figé, écrit une fois pour toutes. Nous pouvons nous souvenir de lui. Quant au futur, il est incertain. Il est sans attache solide avec le réel. Il y a manifestement une structure dissymétrique de l'écoulement du temps. C'est la flèche du temps. Mais la grande question, c'est de savoir d'où vient cette distinction. De nous-mêmes ou du monde? Est-elle due à notre façon de
percevoir et de représenter les phénomènes, ou bien existe-t-elle dans les phénomènes eux-mêmes? Je ne saisis pas bien cette distinction. Moi, ce que je vois, c'est que dans ta vie comme dans la mienne, passé et futur ne sont pas équivalents. Tout le monde est d'accord là-dessus. Je te parle de phénomènes physiques très simples comme le mouvement de la boule de billard. On le décrirait de la même façon, avec les mêmes lois, si le passé était remplacé par le futur et vice-versa. C'est donc pas ces phénomènes en eux-mêmes qui peuvent créer la distinction. Donc, la distinction entre passé et futur est-elle dans les phénomènes eux-mêmes ou en nous qui les percevons? Même si ça a de quoi surprendre, le problème de la flèche du temps n'est toujours pas résolu. Qu'est-ce que vous attendez pour vous mettre au travail? L'irréversibilité du temps n'est pas un problème trivial. À vrai dire, les phénomènes décrits par les lois de Newton sont des cas idéaux dans la physique. Si on tient compte des frottements, même le mouvement de la boule de billard n'est pas vraiment réversible. Ces phénomènes décrivent une sorte de physique idéale qu'on rencontre rarement. Si, on peut la trouver dans les mouvements célestes, par exemple. Mais la plupart des phénomènes auxquels nous sommes confrontés sont généralement irréversibles. Exemple typique, le chaud et le froid qui donnent du tiède. C'est vrai qu'on voit rarement du tiède donner du chaud plus du froid. C'est justement des phénomènes comme ça qui permettent de créer la distinction entre le passé et l'avenir. Le temps de Newton est un temps neutre. Il ne crée pas. Il ne détruit pas non plus. Il ne fait que battre la mesure et baliser les trajectoires. Il coule, identiquement à lui-même, imperturbablement. Il trône hors de l'histoire. C'est un temps indifférent, sans qualité, sans accident, qui rend équivalent entre tous les moments. Pourtant, dans la vie, un film projeté à l'envers, ce qui revient à inverser le cours du temps, paraît réel. Et ça fait rire en général. Parce que tu l'as bien compris, il n'y a pas beaucoup de phénomènes pour lesquels on peut montrer le film dans les deux sens. Ah mais j'ai bien compris. Tu expliques si bien. Nonobstant, pouvoir échanger passé et futur ne me semble conforme ni à la vie ni à la physique. Bah oui. D'ailleurs, cette réversibilité des lois newtoniennes a été ressentie comme un scandale au XIXe siècle. Notamment par Boltzmann, Gibbs, Zermelo, Loschmidt. Mais si la grande majorité des événements est irréversible, le vrai temps n'est pas le temps newtonien. C'est sûr que pour la majorité des processus physiques, il y a au moins en apparence une irréversibilité. Mais pas une irréversibilité du temps, une irréversibilité des processus. En apparence, ça me semble pourtant bien réel. Qu'est-ce que tu prends? Une vanille, s'il vous plaît. Et moi, une fraise, simple. Et les lois de la physique devraient rendre compte de cette irréversibilité, me semble-t-il. Elles essaient. Par exemple, au début du XIXe siècle, Sadi Carnot a démontré que la transformation de la chaleur en énergie mécanique n'était pas réversible. Comment cela? Mais il est très facile de transformer de l'énergie mécanique, ce qu'on appelle du travail, en chaleur, mais l'inverse est beaucoup plus difficile. Merci. Combien? Merci. Un exemple m'aiderait beaucoup. Imagine un mouvement, n'importe lequel, un véhicule qui se déplace. Lorsqu'on stoppe le mouvement, lorsqu'on freine, son énergie se transforme en chaleur. La chaleur aurait-elle en elle une qualité spéciale liée à l'irréversibilité? En quelque sorte. Je peux? En 1824, Carnot, dans les réflexions sur la puissance motrice du feu, ébauche, sans le savoir, le deuxième principe de la thermodynamique. Il a fait ça. Oui. Et alors? Et alors, le deuxième principe de la thermodynamique
attribue à tout système une grandeur appelée entropie. Ah oui, l'entropie, c'est quelque chose comme du désordre ou... Oui, on peut dire ça pour aller vite, mais assimiler entropie et désordre, c'est une manière beaucoup trop simplifiée de voir les choses. Par exemple, c'est grâce à la croissance de l'entropie qu'on comprend que les planètes et les étoiles naissent, que la vie a pu naître et évoluer. Je crois pas qu'on puisse parler là d'augmentation du désordre. Vous ne savez rien, vous ne savez pas si la vie c'est de l'ordre ou du désordre. Tu m'énerves. Bon. Du point de vue scientifique, la question n'a pas de sens. En fait, tu peux rencontrer des définitions du désordre tout aussi convaincantes les unes que les autres qui te font dire qu'un système est plus ordonné qu'un autre. Non, vaut mieux abandonner cette notion. C'est pour ça qu'on parle d'entropie, parce que ça ne se réduit pas à l'ordre ou au désordre. Mais le deuxième principe alors? Il énonce que dans un système isolé, la quantité d'entropie ne peut qu'augmenter. Ou à la rigueur rester constante, mais jamais diminuer. Cela veut-il dire que le désordre ne peut qu'augmenter? Eh bien, on est encore plus foutu que je ne le craignais. La plupart des systèmes, en particulier la Terre et les systèmes vivants, ne sont pas isolés. Donc la loi s'exprime de manière beaucoup plus subtile. Et je te dis, la vie et l'évolution obéissent à ce principe. Pas de raison de s'affoler. Merci. Alors, ordre ou désordre? Regarde. Si je laisse tomber mon sucre dans ma tasse de café, Il se dissout. l'entropie du morceau de sucre et de la tasse de café augmente. L'entropie de la tasse de café sucrée est supérieure. Ok. Qu'est-ce qui est le plus ordonné? Le sucre dissous ou le sucre dans le sucrier? Tu vois que le lien entre désordre et entropie n'est pas très clair. Ça dépend de la manière dont on range ses affaires. En fait, les deux choses se rejoignent quand on les regarde au niveau des molécules et des atomes. Bon. En tout cas, le sucre qui fond dans la tasse est un phénomène irréversible. Exactement, il ne reprendra jamais ni sa forme ni sa blancheur. C'est bien ce que je pensais. Le passé ne se confond pas avec le futur et Newton peut aller se rhabiller. Tu ne devrais pas parler comme ça d'Isaac. Non, ce que tu peux dire, c'est que dans ce cas, on n'applique pas ces lois. Ce genre de phénomènes, autant dire la majorité des phénomènes physiques, sont décrits par d'autres lois. Celle de la thermodynamique. Alors pourquoi n'abandonnez-vous pas les lois de Newton? Parce qu'elles sont encore tout à fait efficaces dans beaucoup de situations, y compris pour décrire la fonte du morceau de sucre à l'échelle atomique. Mais tu cherches à m'embrouiller ou quoi? Tu me dis que le même phénomène qui se décrit grâce aux lois de la thermodynamique pourrait, à l'échelle atomique, être décrit par les lois de Newton. Oui, je te le dis. C'est pas simple ton affaire. Hein? Ça a même longtemps été un des grands problèmes de la physique, le problème de l'irréversibilité. Écoute, tu veux bien admettre que parmi les équations de la physique, il y en a qui sont fondamentales, à partir desquelles on peut décrire toutes les autres. Oui. Bon, pour simplifier, on peut dire que ces équations fondamentales sont celles de Newton.
Ce qui revient à dire que tous les phénomènes peuvent être compris comme des interactions entre atomes et molécules, entre les briques élémentaires de la matière. Et alors là, c'est réversible. Voilà, On peut ne pas faire la distinction entre passé et futur. on peut. Mais le sucre, les millions d'atomes de Des mon sucre. milliards de milliards. Alors on pourrait appliquer les lois de Newton, mais on manque d'informations pour les appliquer. Exactement. Comme on ne peut pas connaître la position de tous les atomes, on est obligé d'oublier une très grande partie de l'information qui caractérise le système. On oublie. On la néglige, on n'en tient pas compte. Et c'est l'importance de cet oubli que mesure l'entropie. En fin de compte, l'entropie ne caractérise pas la tasse ou le sucre, mais la connaissance que j'en ai. Mais si j'observe un phénomène à l'échelle microscopique, il apparaît réversible. La distinction passé-futur, c'est interchangeable. Or, de quelque façon que je les observe, les choses se passent toujours de la même manière, non? Oui, je confirme, l'affaire n'est pas simple. Non, ça signifie que l'irréversibilité caractérise pas vraiment le phénomène, mais plutôt le regard que nous portons sur lui. Pourtant, il est certain que si je mets un sucre dans la tasse, il va se dissoudre. Bien sûr. Ce qui est étonnant, c'est qu'au niveau microscopique, ça peut se passer de milliards de manières différentes. À notre échelle, le résultat sera toujours le même. Le sucre aura fondu. Mais il y a des milliards de scénarios qui aboutissent à ce résultat. Tous différents et tous conformes aux lois de la physique. Et tu ne sais pas si c'est selon le scénario numéro 1 ou selon le scénario 7 654 321. Voilà. Et cette impossibilité est la marque de l'irréversibilité. Elle est clairement due à l'imperfection de nos connaissances. J'en avais le soupçon. Au niveau microscopique, chaque scénario est réversible, mais l'ensemble de ces scénarios ne l'est pas. On comprend très bien mathématiquement. Tu me rassures. Mais si tous les phénomènes et tous les scénarios sont réversibles, il doit bien y en avoir un qui correspond au sucre qui se reforme. Peut-être un ou deux. Autant dire rien par rapport aux milliards où il ne se reforme pas. Tu as beaucoup plus de chances de gagner au loto chaque semaine de ta vie que de voir ton sucre se reformer. De fait, la réversibilité microscopique n'a aucune chance de se manifester à notre échelle. Ton affaire serait quand même plus simple si c'était déjà irréversible au niveau microscopique. Ce serait peut-être plus simple, mais la nature n'est pas comme ça. Bien que certains scientifiques pensent que... Non, attends, je vais être sûr de bien comprendre. Un comportement global n'est que l'assemblage d'un très grand nombre d'événements élémentaires, n'est-ce pas? Oui. Les comportements à mon échelle se déduisent de comportements microscopiques réversibles. Oui. La distinction passé-futur doit bien s'introduire quelque part. Où est le tour de passe-passe? La réponse fut apportée au XIXe siècle par Ludwig Boltzmann. En fait, dans toutes ces expériences, c'est nous qui introduisons la distinction. T'as bien compris que si le sucre ne se reforme pas à partir de la tasse de café sucré, c'est parce que c'est très hautement improbable. Oui, très hautement, j'ai compris. Bon, mais qu'est-ce que tu penses de la situation où le sucre se trouve suspendu au-dessus de la tasse, prêt à être lâché? Qu'est-ce que tu veux que je repense? Mais du point de vue de la physique, c'est une situation extrêmement improbable. Autrement dit, nous avons créé, par toute une chaîne d'états antérieurs, une situation extrêmement improbable. De quelle chaîne parles-tu? Il a fallu fabriquer le sucre, aller le chercher, faire le café, le mettre dans la tasse, etc. Oui, Une chance que tout ça se produise spontanément. Oui, je te l'accorde. Donc nous avons créé une situation extrêmement improbable. Rien d'étonnant à ce qu'aucun chemin de la physique n'y ramène. Le voilà le secret de l'irréversibilité. Mais il y a de l'irréversibilité partout. Tu vas pas me dire que toutes les situations correspondantes sont très hautement improbables. Si, dès que nous agissons, nous créons des situations qui, au regard de la physique, sont très hautement improbables et qui ne seraient jamais arrivées si on ne s'en était pas mêlé. On appelle ça des états préparés. Donc, l'état sucre plus café est hautement probable, tandis que l'état sucre plus café non sucré est un état hautement improbable. Voilà. Donc, l'évolution va vers le probable. À moins que nous appelions probable ce vers quoi va l'évolution. Tu es sur la voie de la sagesse. Ta physique est une lapalissade. Pas tout à fait. N'oublie pas que quelqu'un met le sucre non dissous dans le café. Et en faisant ça, je place le système dans un état
que les lois de la physique vont faire évoluer de manière irréversible. Tu cherches à me culpabiliser, là? Ah, tu vas pas me dire que je suis le seul responsable de l'irréversibilité du temps. C'est quand même toi qui crée des situations déséquilibrées. J'ai le pouvoir de violer le deuxième principe. Pas du tout, non. Ce serait un petit peu compliqué à montrer, mais le deuxième principe est toujours vérifié, quoi que tu fasses. On n'échappe pas au deuxième principe. Soyons sérieux. Je veux bien reconnaître ma responsabilité pour le sucre. Mais l'irréversibilité est partout. Chez les êtres vivants, dans la météorologie, dans la géologie, dans l'évolution des planètes. La mégalomanie ne pourra jamais assumer tout cela. Rassure-toi, tout vient de la loi. Tout système évolue vers son état le plus probable. Tout cherche à aller vers l'équilibre. Alors, les nuages, les planètes, les petites cuillères ont une volonté. Non, c'est seulement une manière d'exprimer des lois statistiques. Bon, ben je n'insiste pas. Mais j'aurais au moins appris une chose, l'entropie d'un système augmente toujours. Et cela exprime simplement sa tendance à évoluer vers des états de plus en plus probables. À l'échelle moléculaire. Oui, mais il ne faut pas oublier que la Terre, les êtres vivants, toutes ces choses, ne sont pas des systèmes isolés. Ne serait-ce que parce qu'on reçoit l'énergie du Soleil. Mais j'ai du mal à imaginer un système qui serait isolé. C'est assez rare. En général, on rencontre plutôt des systèmes non isolés. Et alors, la loi s'exprime de manière beaucoup plus subtile. Bon, ça l'est déjà suffisamment pour moi. Cette distinction microscopique, macroscopique me trouble. Un système macroscopique possède différentes manières, très nombreuses, d'évoluer. Les physiciens appellent ça des degrés de liberté. Ah, la liberté. Finalement, l'irréversibilité n'est qu'une illusion. Est-ce que le temps lui-même ne serait pas une illusion? T'es pas le premier à le penser. Einstein, après la mort d'un ami, a écrit pour nous autres physiciens convaincus, la distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion, même si elle est tenace. Radical. Peut-être a-t-il exagéré sa pensée pour consoler les proches de son ami. En tout cas, il est clair qu'Einstein espérait éliminer la notion d'irréversibilité. Il aurait aimé ramener la physique à une pure géométrie, c'est-à-dire à une forme sans histoire. Vous seriez bien contents, vous autres physiciens, d'éliminer le temps. Pas tous. Certains jugent impossible de soutenir que l'irréversibilité procède seulement de notre ignorance des détails fins ou de la subjectivité humaine. Et Albert, qu'en pensait-il? Einstein, lui, il a tenté de concilier deux théories apparemment irréductibles, l'électromagnétisme de Maxwell et la mécanique. La solution qu'il a trouvée, la relativité restreinte, exige de redéfinir l'espace et le temps. C'est pour ça qu'il a introduit le concept d'espace-temps. Je connais. Enfin, j'en ai entendu parler. Pour chacun de nous, on peut parler d'espace et de temps. Mais ce qui est le temps pour l'un peut devenir l'espace pour l'autre. Et réciproquement, je suppose. Dans la vie, bien sûr, le temps et l'espace, c'est pas pareil. Mais si tu imagines deux personnes en mouvement très rapide l'une par rapport à l'autre, eh bien c'est le cas. Très rapide. De l'ordre de la vitesse de la lumière. C'est des situations qu'on trouve en physique des particules ou en astronomie. Alors en TGV, en Concorde, en navette spatiale, je ne verrai jamais se changer le temps en espace. À ces vitesses, somme toute très modestes, les effets sont indécelables. Oui, mais si je me déplace très vite, le temps devient de l'espace et vice-versa. C'est le message numéro 1 de la relativité restreinte. Et pourquoi restreindre d'ailleurs? Parce que c'est une théorie qui décrit qu'un nombre restreint de situations physiques. Celles où la gravitation n'intervient pas. On peut dire que le temps est de l'espace. Voilà. C'est pour ça qu'on parle plus d'espace et de temps séparés, mais d'espace-temps. Rassure-toi, dans la pratique, on peut toujours découper dans l'espace-temps des tranches d'espace et des tranches de temps. Mais la théorie dit qu'on ne peut pas toujours le faire. Bizarre. Une horloge qui se déplace rapidement
continue à marquer le même temps. C'est pas comme ça qu'il faut poser la question. Une horloge reste une horloge, elle fait son tic-tac toutes les secondes. La question qui se pose, c'est de comparer les indications de deux horloges qui suivent pas les mêmes trajets. Tiens. Regarde. Qu'est-ce que tu vois? L'heure et un éclat lumineux toutes les secondes à peu près. Si tu le gardes dans ta main. Mais imagine que tu l'envoies au loin, à une vitesse proche de celle de la lumière. Tu reçois les éclairs tous les combien? Ah bah c'est malin. T'as perdu ton réveil maintenant. Tous les combien les éclairs? Hein moins vite. Eh oui. Pour toi, entre deux éclairs, il n'y aura plus 1 seconde, mais 1,1 seconde. Ou 2 secondes. Ou 10 secondes. Tout dépend de la vitesse. Plus la vitesse se rapproche de celle de la lumière, plus la durée est longue. Et si l'horloge se rapproche? Bah, au contraire, tu recevras des éclairs rapprochés, chaque demi-seconde par exemple. C'est ça la relativité? À vrai dire, ce genre d'effet n'est pas strictement propre à la relativité. Il existe aussi avec les sons. Tiens. Ce genre d'effet est assez conforme à l'intuition. Mais il en existe d'autres, un peu plus compliqués, qui sont propres à la relativité. Je t'écoute. Bon. Je te rappelle que ce genre d'effet ne se présente qu'à des vitesses proches de celles de la lumière. C'est pourquoi on les rencontre essentiellement dans le monde microscopique de la physique des particules. Tu sais ce que c'est qu'une particule élémentaire? Une très petite chose. Oui, si tu veux. Parmi ces particules, il y en a qui sont instables. Par exemple, les muons, qui sont des sortes d'électrons lourds. Si tu le dis. Ils sont produits naturellement en haute atmosphère par le rayonnement cosmique ou artificiellement lors de collisions dans les accélérateurs. Je ne fréquente pas ces endroits. Le muon a une particularité, il se désintègre toujours au bout D'un certain temps, enfin je suppose. toutes les 2,2 microsecondes, en moyenne. C'est ce qu'on appelle la durée de vie. Une microseconde, ça fait 1/1000e de seconde. Ça laisse pas beaucoup de temps pour les voir. Et justement, tout est là. Parce que nous pouvons voir subsister des muons pendant plusieurs minutes. Il vit 2 microsecondes et nous l'observons plusieurs minutes. Oui. La durée de vie moyenne du muon, de 2,2 microsecondes, serait celle que mesurerait une horloge qui accompagnerait le muon. Si le muon se déplace à la vitesse de la lumière, il faudrait que l'horloge le suive. Exactement. Cette durée mesurée par une horloge fixe par rapport au muon s'appelle la durée propre. Elle reste toujours la même pour tous les muons. Donc si le muon bouge, sa vie dure plus longtemps pour les horloges qui ne l'accompagnent pas. Voilà. Enfin, je dirais plutôt semble durer plus longtemps. Du point de vue du muon, la durée est toujours la même. Quel rapport avec l'espace-temps? On interprète ça comme un effet de perspective dans l'espace-temps. De perspective. De projection, si tu préfères. Qu'est-ce que tu vois? Je vois un crayon de 10 cm de longueur environ. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je le vois raccourcir. Tu vois une autre dimension. Non plus sa longueur, mais son épaisseur. Pourtant, le crayon, sa longueur et son épaisseur sont restés les mêmes. Mais sa taille apparente, projetée sur ta rétine, a diminué. C'est de la géométrie. Je ne vois toujours pas le rapport avec l'espace-temps. Pourtant, c'est pareil. Prends la vie du muon. Elle débute à sa naissance et finit à sa désintégration. Tautologie, comme dirait d'aucune. Entre les deux, le muon a bougé. Donc il y a de l'espace franchi, une distance. Et du temps s'est écoulé, une durée. Les deux événements, naissance et mort, sont séparés par une distance et par une durée. Oui, jusque-là, je te suis. Bon. Ben, la distance joue le rôle d'une dimension, la longueur du crayon, et la durée joue le rôle d'une autre dimension, l'épaisseur. Si je tourne le crayon, je vois tantôt une dimension, tantôt une autre. Oui, là, j'ai compris. Et si je tourne la vie du muon dans l'espace-temps, je vois tantôt une dimension, tantôt une autre.
qu'est-ce que ça veut dire tourner la vie du muon dans l'espace-temps? C'est la bonne question. Ça veut dire voir les choses avec une vitesse différente. Être en mouvement, si tu préfères. C'est ça la grande force du concept d'espace-temps. Changer de vitesse, ça revient à tourner dans l'espace-temps. C'est lumineux. Selon comme je tourne, ce qui m'apparaissait comme une dimension devient une autre dimension. De la durée se transforme en distance, et vice-versa. Mais en fait, le crayon gardait une longueur constante. Oui, ici aussi il y a quelque chose qui reste constant. Mais c'est quelque chose qu'on ne voit pas, et qui combine espace et temps. Chacun des deux n'est qu'une apparence, différente d'un observateur à l'autre. Mais la physique énonce qu'il existe un intervalle spatio-temporel qui reste inchangé. Durée et distance ne sont que des projections de cet intervalle toujours conservé. C'est de la géométrie. La géométrie généralisée avec une profondeur supplémentaire qui est le temps. Donc, être en mouvement, c'est faire tourner les choses si bien que du temps devient de l'espace et de l'espace devient du temps. T'as compris. Mais quand tu tournais le crayon, je le voyais moins long, alors qu'ici les durées sont rallongées. C'est parce que la géométrie de l'espace-temps n'est pas celle de l'espace ordinaire. On dit que l'espace est euclidien et l'espace-temps est minkowskien. C'est ce qui fait que les durées rallongent et non pas diminuent. Bon, si tu veux bien, restons-en là. Ce dont il faut se souvenir, c'est que dès qu'on regarde les choses en étant en mouvement, les durées apparentes sont dilatées, les longueurs apparentes sont contractées. Il y a cette sorte de balance entre propriété temporelle et propriété spatiale. Quelqu'un a-t-il déjà vu une chose pareille? Difficile, parce que ces effets sont significatifs que si les vitesses de déplacement sont proches de celles de la lumière. Aux vitesses ordinaires, ils sont trop faibles pour se manifester. Si le temps de vie du muon nous paraît si long, c'est parce que cette particule se déplace presque à la vitesse de la lumière. Alors, cela ne joue aucun rôle dans la vie courante? Ça change tout sur le plan conceptuel. Par exemple, la notion de simultanéité n'existe plus que pour un seul observateur à la fois. Plus rien ne peut être simultané. Si. Mais si deux événements sont simultanés pour toi, ils ne le sont pas pour un autre en mouvement par rapport à toi. Pour lui, les deux événements se déroulent l'un après l'autre. Alors, cela pourra permettre de voyager dans le passé. Absolument pas. Même si les horloges ne peuvent pas être synchronisées, tous les temps de tous les observateurs obéissent tout de même à certaines contraintes. Par exemple, même pour deux observateurs différents, le futur ne devient jamais du passé. Eh bien, c'est déjà ça. Ça permet de sauvegarder la causalité. T'imagines si c'était pas le cas? J'avoue que j'ai un peu de mal. Ça voudrait dire que ce qui est pour toi l'effet de la cause serait pour moi la cause de l'effet. Hein? Ce sera le monde à l'envers, quoi. La physique ne le permet pas. En fait, la conception relativiste du monde garde une totale cohérence. Elle n'a rien d'absurde. Tu disais qu'il y avait deux théories de la relativité. Oui, pour l'instant, j'ai parlé que de relativité restreinte. Il y en a une générale. Oula, je pressens que ça va être beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que la relativité générale prétend décrire davantage de choses. Nous avons parlé d'observateurs en mouvement les uns par rapport aux autres. La relativité restreinte est en fait restreinte précisément au mouvement uniforme, c'est-à-dire à vitesse constante. La théorie générale permet d'envisager n'importe quel mouvement. Je croyais que ça avait un rapport avec la gravitation. Oui, aussi. La relativité générale inclut les effets de la gravitation. Et c'est quoi d'ailleurs la gravitation? Disons que c'est une interaction. Une force, quoi. C'est toute la question. Avant Einstein, Newton la décrivait en termes de force. Ah oui, je me souviens. La même force s'exerce sur la pomme qui tombe et sur la Lune qui tourne autour de la Terre. Oui. Mais Einstein l'a décrit de manière révolutionnaire. Pour lui, la gravitation n'est plus une force, c'est un pur effet de l'espace-temps. Aide-moi.
C'est la fameuse courbure espace-temps. Oui. Premier effet, les objets massifs créent une courbure. Deuxième effet, tous les corps sentent cette courbure qui déforme leur mouvement. La gravitation n'est plus une force, c'est une propriété géométrique de l'espace-temps, de l'univers. Mais qu'est-ce que vous faites avec mon Écoutez, édredon? madame, pardonnez-nous, mais c'est pour la science. Nous allons vous rendre immédiatement votre édredon. Merci, madame. Et le temps, que devient-il? Tout ce que nous avons dit à propos de la relativité restreinte reste vrai, mais en présence de gravitation, il y a des déformations supplémentaires. Comme l'édredon, l'espace-temps se cabosse et devient courbe. Et le temps devient relatif, c'est cela? Oui, relatif au phénomène, puisque ce sont les masses et les énergies qui sont à l'origine de cette gravitation. Je veux bien admettre tous ces temps différents et relatifs, mais j'ai de la peine à admettre qu'il n'y ait pas un temps universel qui s'applique partout et toujours, enfin, qui s'écoule uniformément. Je t'accorde que c'est pas évident. Pourtant, il semble bien qu'il n'existe pas de temps universel. Il vous semble bien? C'est-à-dire que, du point de vue de la relativité générale, l'existence d'un temps unique à l'échelle de l'univers entier n'est pas sûre, puisque chaque observateur peut mesurer le temps à sa manière avec l'horloge qui lui est attachée. Rien ne garantit la possibilité d'une synchronisation. Donc définitivement, plus de temps unique, plus de temps universel. Comment dire? Les physiciens pensent qu'un temps universel existe, mais la relativité générale permet d'imaginer qu'il n'existe pas. Bien, moi j'imagine qu'alors l'univers serait bien étrange, non? Oui, en tout cas, notre univers semble bien bénéficier d'un temps universel. Mais d'où vient le temps cosmologique qui nous permet de retracer l'histoire de l'univers? C'est sans doute la question la plus difficile de la physique et de la cosmologie. Vous avez découvert le Big Bang. En fait, Big Bang ou pas, les physiciens reconnaissent l'impossibilité d'extrapoler les lois de la physique indéfiniment vers le passé. Pourquoi? Ça conduirait à une impasse. Quand tu remontes vers le passé, l'état de l'univers change. En remontant assez loin, l'état est tellement différent de celui d'aujourd'hui que les lois de la physique telles que nous le connaissons ne s'appliquent plus. Elles entreraient en conflit les unes avec les autres. Notamment les principes de la relativité générale et ceux de la physique quantique. Alors on ne sait rien sur l'origine de l'univers. Ni sur l'origine du temps. Pourtant l'histoire de l'univers a bien dû avoir un début. Pas si sûr, parce que cette histoire, c'est l'histoire même du temps. Or, si la question du temps nous dépasse, la question de l'origine du temps nous dépasse encore plus. Enfin, quelque chose existe. Il a bien fallu que ça apparaisse. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le concevoir dans un sens ordinaire. En particulier, pas dans un sens chronologique. On ne peut pas dire, par exemple, que l'univers est né à tel instant, parce qu'avant que l'univers existe, le temps n'existait pas non plus. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Pas grand-chose. L'émergence de l'univers, si ce mot a un sens, se confond avec celle du temps. Univers et temps sont nés ensemble, pour autant qu'on puisse parler de naissance. La création de l'univers ne peut pas avoir été un processus de nature temporelle. Si tu disais par exemple que l'univers est né au moment X, ce serait paradoxal. Parce que ça supposerait qu'il y ait eu un moment avant le moment X. Or, avant le moment X, il n'y avait pas d'univers, il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas de moment. Depuis n'importe quel moment du passé. Eh bien, voici donc l'aspect du ciel tel que l'on pourrait le voir ce soir. Vous voyez que j'ai un petit problème avec la Voie lactée. La Voie lactée est vraiment très brillante ce soir. Bien entendu, elle ne doit pas être aussi brillante que ça dans la réalité. Alors, je peux vous demander quelque chose. Et le temps de la physique quantique? Et le temps de la physique quantique? Il apparaît dans l'équation de la physique quantique. L'équation de Schrödinger.
Et que décrit-elle, cette équation? L'évolution des systèmes microscopiques, au cours du temps, précisément. Et ce temps, quelle propriété a-t-il? À peu près celle du temps de Newton. Si bien que l'évolution est parfaitement réversible et déterministe. C'est pas la même chose. Non, c'est deux notions bien différentes. Ainsi, le temps de la physique quantique, c'est le temps newtonien. C'est un peu plus subtil. Pour l'équation de Schrödinger, la réponse est oui, mais il semble exister des phénomènes que cette équation ne permet pas de décrire. Ouais, ça se complique. En effet. C'est ce qu'on appelle les opérations de mesure. Avant d'effectuer une mesure sur un système, plusieurs résultats sont a priori possibles. Un seul se réalise, mais on ne peut pas prédire lequel. Mais qu'est-ce qui détermine ce résultat? Il doit bien dépendre de quelque chose. Apparemment non, il dépend de rien. Ce ne serait pas déterministe. Ce serait le hasard? T'as raison d'une certaine manière. Certains pensent que cet indéterminisme est vraiment réel et disent que seul le pur hasard déterminerait le résultat. Le pur hasard? À vrai dire, je connais personne qui ait jamais pu le définir. C'est pourquoi je vois pas trop comment on peut soutenir une telle affirmation. Sinon, en la prenant comme une définition du hasard, autant dire un aveu d'ignorance. Peut-être que le résultat est déterminé par quelque chose qui existe, mais que l'on ne connaît pas. Voilà, c'est l'autre possibilité. La physique serait bien déterministe, mais elle paraîtrait ne pas l'être uniquement parce que nous la décrivons mal. Ouais. Faudrait comprendre la nature de ce quelque chose et pourquoi il reste caché. En tout cas, moi, je ne peux pas imaginer autre chose. Je reconnais que c'est difficile. Certains pensent tout simplement que la question posée ainsi n'a pas de sens. De toute façon, on comprend très mal ce processus de la mesure. C'est une question qui reste à résoudre et qui est fondamentale. Autant dire qu'on démissionne, quoi. Et quid de la réversibilité? Elle apparaît là aussi, à peu près de la même manière qu'en physique classique. En fait, les deux questions du déterminisme et de la réversibilité sont un peu mêlées. Moi, je les vois comme deux questions différentes tout de même. Et ce qui les rapproche en physique quantique, c'est qu'elles sont toutes les deux liées au processus de la mesure. Alors, il y a un déterminisme microscopique comme il y a une réversibilité microscopique. Exactement. Au niveau microscopique, l'équation de Schrödinger joue à peu près le même rôle que celle de Newton en physique classique. Ce qu'elle décrit est réversible. Et au niveau macroscopique, qu'est-ce qui joue le rôle de la thermodynamique? Précisément, c'est le processus de la mesure. Il est irréversible. Alors, à l'échelle microscopique, c'est réversible. Pour la mesure, c'est irréversible. Et est-ce qu'on peut résoudre le problème de la même manière qu'en physique classique? Là aussi, les avis sont partagés. La tendance actuelle serait de dire plutôt oui. Selon la théorie de la décohérence, le processus de la mesure obéit lui aussi à l'équation de Schrödinger. Un peu comme la thermodynamique obéissait finalement aux lois de Newton. Comme la mesure met toujours en jeu un système très étendu, un appareillage macroscopique, tout se passe comme si c'était irréversible. Pourtant, la réversibilité s'applique en droit. Il y a un fait surprenant en physique des particules. Non. Si. Il semblerait qu'il y ait une dissymétrie entre passé et futur. Une dissymétrie. Tu sais ce que c'est qu'une symétrie par rapport à un miroir. L'image n'est pas identique à l'original, mais elle lui ressemble beaucoup.
Gauche et droite sont inversées. Oui. Mais l'image représente un autre phénomène, un autre objet, tout aussi réaliste. Si je te montre une photo, tu peux pas me dire si c'est un original ou une image dans un miroir. Sauf pour un texte écrit. Léonard de Vinci écrivait à l'envers. Non. En tout cas, les physiciens pensent que si un phénomène existe, le phénomène symétrique existe aussi, et qui possède les mêmes propriétés. Inversées, évidemment. Je dois dire que ça me paraît raisonnable. C'est une symétrie fondamentale de la physique, l'invariance par réflexion dans un miroir. On l'appelle la conservation de la parité P. On est loin du temps. Attends. Géométriquement, la parité consiste à inverser les coordonnées spatiales des particules. On remplace gauche par droite, etc. Ah oui, j'ai compris. On remplace gauche par droite, etc., etc. Eh bien, on peut faire la même chose avec le temps. L'opération T consiste à inverser le sens du temps, remplacer passé par futur et vice-versa. Comme le film à l'envers. Mais ça n'a rien de réel. Ah, je devine la suite. Tu vas me dire que, au niveau microscopique, on peut passer le film à l'envers et que ce processus est réel. C'est sort que ce qui est réel. On l'a bliflé ça peu. Bon. Si c'est vrai, ça veut dire que la physique est invariante sous la symétrie temporelle. Et alors? Eh bien, il semble que ce soit pas vrai. Et d'ailleurs, que ce soit pas vrai pour P non plus. C'est grave? Tracassant. Explique. Les symétries de la microphysique sont assez complexes. Bon. Il faut à la fois passer le film à l'envers, le voir dans un miroir, et en plus changer les signes de toutes les charges. Ça commence à faire beaucoup. On applique 3 transformations. La parité P, la transformation temporelle T et la conjugaison de charge C. Ça donne une symétrie qui s'appelle CPT. La conjugaison de charge. Ça, fallait le trouver. Toutes les théories de la physique prédisent l'invariance des lois de la dynamique par l'opération globale CPT. Et la pratique? Aussi, en général. Par exemple, par le fait que la masse et la durée de vie des particules instables sont rigoureusement égales à celles de leurs antiparticules. Si on appliquait globalement l'opération CPT à notre monde, on obtiendrait un monde différent, mais les équations régissant ce nouveau monde seraient les mêmes que celles qui valent dans le nôtre. Le monde n'est pas lui-même invariant, mais les équations de la physique le sont. Or, ce qui est étonnant, c'est que la symétrie miroir ne soit pas vérifiée. Mais qu'est-ce que tu fais? Pince-moi, je rêve. Ah non, mais t'es incroyable, tonton. Hein. Tu me poses des questions, et encore des questions. Et moi, bonne pomme, je me mets les neurones en capilotade pour te répondre. Et tu veux que je te pince? Je ne te pincerai pas. Et je ne te dirai plus rien. Mais, excuse-moi, oh, c'était juste un moment de faiblesse. Mais je te jure, j'ai tout suivi. Tu parles. Qu'est-ce que tu disais par rapport à la symétrie miroir qui n'était pas vérifiée? Non. Elle n'est pas toujours vérifiée. En 1957, on a découvert que la parité n'est pas conservée lors de certaines interactions, du type nucléaire faible. Qu'est-ce que c'est? Celles qui régissent certains phénomènes de radioactivité. L'image dans un miroir de certains processus observés ne correspond pas à un phénomène existant. Ils ont découvert en plus que l'invariance par C était elle aussi brisée, alors que PC était toujours conservé. Comme l'opération globale CPT était vérifiée, que PC aussi, ils en ont conclu que T l'était également. Tu vas me dire que non? Eh oui. En 1964, une expérience a révélé, à la surprise générale, que l'invariance par PC était elle aussi brisée, lors de la désintégration de particules étranges qu'on appelle les kaons neutres. Alors, PC brisé, CPT vérifié, ça implique que T est brisé, non?
Exact. Dis donc, tu devrais faire de la physique, toi. Et 30 ans après sa découverte, l'origine profonde de cette légère brisure de la symétrie temporelle demeure mystérieuse. Tout ce temps pour en arriver à quoi? Qu'on ne sait pas très bien ce qu'est le temps. Non. Chacun des systèmes conceptuels de la physique lui donne un statut particulier. Prends la question de cette asymétrie passé-futur liée à l'irréversibilité. Il y a des flèches, des orientations différentes. Thermodynamique, électromagnétique, cosmologique, quantique, nucléaire. On se demande s'il n'existe pas une flèche mère. Ce qui veut dire? Une sorte de direction fondamentale du temps qui s'imposerait dans toutes les branches de la physique. Certains pensent que ça pourrait être l'expansion de l'univers. En fait, je dirais qu'il y a deux façons de penser. La première se fonde sur l'histoire et le temps, et l'autre sur l'éternité et l'absence de temps. Deux conceptions contradictoires. Oui, mais pourtant inséparables. Et toutes les deux nécessaires pour comprendre le monde. Moi qui croyais que le temps du monde était plus simple que celui de l'âme. Le lien entre les deux est à chercher à la couture de la matière et de la vie. Le temps vécu ne donne guère l'intuition du temps physique, plutôt des temps physiques. Et le temps mathématisé du physicien n'épuisera jamais le sens du temps vécu. La schématisation de la physique laisse échapper certaines propriétés fondamentales du temps. Par exemple? Bergson était convaincu que la physique et la science en général se faisaient une représentation fausse du temps. À moins que Bergson ne se fît une représentation fausse de la physique. En tout cas, selon lui, l'esprit scientifique se préoccuperait plutôt de noter des coïncidences que d'observer le temps qui s'écoule. Le schéma du temps à une dimension, homogène, constitué d'instants qui succèdent, lui paraît trop simpliste. Pour Bergson, le physicien oublie de regarder en face la véritable nature de la durée, qui est invention continue, apprentissage perpétuel, émergence ininterrompue de nouveautés. Les tic-tac répétitifs et esselés du temps monotone des physiciens ne sauraient donc être la patte du vrai temps, celui de la vie. Oh, t'as vu l'heure? On va être en retard. En fait, qu'est-ce qu'on va voir? Quel temps font-ils? Oh! J'ai pas vu le temps passer sur ces années qui me donneraient un peu de ces années. J'ai pas vu les ombres s'allonger sur mes traits. Je n'étais pas ronde mais plutôt élancée. J'ai perdu du temps souvent à rêvasser. Et encore maintenant. Ah, te voilà. Je commençais à trouver le temps long. Le temps peut pas être long. Ni court d'ailleurs. Il est ce qu'il est de temps en temps. Comme toi. Je voulais dire que le temps passe lentement lorsque je t'attends. C'est gentil.